Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Après cette pause estivale, je suis ravi de vous retrouver avec la suite de l'épisode sur la dépense publique avec l'économiste François Facchini. Dans la première partie, nous avions essentiellement parlé de la définition de la dépense publique, de quelques historiques de la dépense publique. Ici, on va en venir plutôt aux effets, à la fois positifs et négatifs, qui résultent de la dépense publique, et aussi des questions de réformes qui sont liées à cette proportion de dépenses publiques considérée comme très élevée aujourd'hui. Je vous laisse donc en compagnie de moi-même et de François Facchini, et je vous retrouve juste après l'épisode. Ça, je pense qu'il y a toujours une manière de voir telle ou telle dépense qui permet de dire mais ça bénéficie aussi à ceux qui n'ont pas l'impression peut-être d'en bénéficier directement. Il y a des tas de dépenses publiques finalement où on se dit oui, on n'a pas l'impression d'en bénéficier tant que tout va bien et que peut-être justement on en bénéficie, par exemple la justice, parce qu'il existe, il devrait exister en tout cas la menace pour les criminels de se faire arrêter, juger, emprisonner, etc. Finalement, c'est ça qui fait que on n'a peut-être pas besoin d'avoir recours à la justice parce qu'on se fait pas trucider à tous les coins de rue. Alors il y a deux choses. Si on est dans un modèle de demande, ce sont les préférences politiques des électeurs qui jouent, et donc ce sont leurs représentations de ce dont nous parlons. Oui. Qui déterminent leur demande et donc le niveau de la dépense. Donc, sachant qu'il y a des électeurs qui vont ne pas demander de dépenses, mais comme ils sont dans la minorité, c'est une autre différence importante avec une économie de marché et ils ne seront pas entendus. C'est la dictature de la majorité en termes de décision publique. Et puis, il y a des électeurs qui, eux, auront la chance d'être dans la majorité et ils seront entendus. Mais si on rappelle que à ces modèles de demande s'ajoutent les modèles d'offres, vous avez utilisé la notion d'intérêt général. Donc, il faut rappeler aussi qu'il y a deux grandes familles de définition d'intérêt général, ce qu'on appelle l'intérêt général transcendant, qui transcende les intérêts particuliers et qui, par nature, ne peut être défini que par des gens, des savants, des gens qui ne peut pas être mesurable dans tous les cas, on ne peut pas additionner des bien-être individuels, etc. Et puis la définition très démocratique, très délibérative d'un intérêt général immanent, qui est la conséquence de la délibération des citoyens. Et donc finalement un intérêt majoritaire, on pourrait dire en quelque sorte. Et donc là, c'est vraiment cette rencontre entre l'offre et la demande qui détermine le niveau de la dépense. Mais s'il y a une place pour un intérêt général transcendant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler, d'ailleurs dans la campagne, de la France, c'est au-dessus des Français. Oui. Donc c'est l'intérêt de la France qui l'emporte sur l'intérêt des Français. Donc si on est dans cette idée, qui va déterminer l'intérêt de la France? Souvent on va dire c'est l'État. L'État, mais c'est qui l'État? Ça va être la haute fonction publique. Donc ça va être et on l'a vu peut-être dans la crise sanitaire, il nous faut dans ce modèle-là, il nous faut comme on a un système centralisé et pas décentralisé, qu'on ne fait pas confiance à l'interaction des agents, on va faire confiance dans qui? Dans la haute fonction publique. On va lui mettre notre futur entre ses mains. Ouais. Et donc, eux, ils vont répondre à la question qu'est-ce qu'une bonne dépense publique? Parce que dans les modèles de demande, la seule personne qui peut dire c'est une bonne dépense publique, c'est l'électeur, et c'est l'agrégation de ses préférences qui fait qu'on va avoir une dépense. Mais dans un modèle d'intérêt général transcendant, celui qui détermine la bonne dépense, c'est le savant, c'est la personne. C'est celui qui est aux manettes, et d'ailleurs celui qui est aux manettes, quel que soit le gouvernement élu. Parce que c'est ça aussi, c'est le fameux état profond. Voilà, avec cette continuité des administrations publiques face à cette discontinuité des gouvernements. Oui. Donc c'est eux qui, quel que soit le résultat d'élection, vont soutenir les dossiers qu'ils ont préparés avant même que le gouvernement ait changé. Oui, donc ça, il faut bien en avoir conscience aussi. Donc ça veut dire que la dynamique des dépenses, elle est dans un sentier de dépendance. Elle va être déterminée, c'est la troisième grande famille d'explications, elle va être déterminée par le système institutionnel.
Donc le système institutionnel, on a dit la démocratie, mais c'est aussi le système institutionnel mis en œuvre en 1945. C'est-à-dire que 1945 est une date centrale, puisqu'on a compris que la dépense publique, elle était tirée par les dépenses de sécurité sociale. 1945 détermine les règles de dépenses en matière de santé, en matière de retraite, en matière de famille, et ensuite, dans les années 50, on aura les dépenses de chômage. Donc, tout ça, là, comme dirait Buchanan, pour changer la dynamique des dépenses, il faut changer les institutions. D'accord. Et alors, justement, puisqu'on parle de changer la dynamique des dépenses, pourquoi est-ce qu'il faudrait, selon vous, changer la dynamique des dépenses? Quels sont les principaux problèmes que posent les dépenses publiques en France à l'heure où nous parlons? La première réponse, elle est morale. On l'a dit tout au début, la dépense publique, elle va contraindre, elle va créer une dépense contrainte. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas acheter ces dépenses, puisque ces dépenses sont soit financées par l'impôt, soit financées par des cotisations sociales obligatoire, et c'est le mot important, c'est obligatoire. Donc la dépense publique, elle peut choquer tous ceux qui sont attachés au principe de liberté de consommation, de liberté d'acheter. D'accord. Qui est une liberté aussi importante que la liberté politique ou la liberté d'expression. C'est-à-dire c'est la liberté. C'est un prolongement de toute façon de la liberté politique. D'utiliser. Donc la liberté d'exprimer ses choix sur le marché. C'est-à-dire de dire, voilà, comme dit un peu Mises, sur un marché, le droit de vote, c'est son porte-monnaie. Oui. Donc c'est le nombre des euros que je peux dépenser pour défendre mes préférences. Et donc je peux défendre des préférences idéologiques avec mon porte-monnaie. Je peux financer des églises, des associations, des groupes activistes. Et je peux acheter du pain. Et donc la liberté d'acheter est une liberté fondamentale. D'accord. Donc ça, c'est un premier problème qui est plutôt d'ordre moral, éthique. Voilà. Donc comme on l'a dit, les sciences sociales ont cette caractéristique, c'est qu'elles ont une dimension morale. Et il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser lorsque l'on veut comprendre pourquoi des groupes souhaitent une réduction de la dépense. Certains groupes souhaitent une augmentation de la dépense, et notamment de la dépense de redistribution, parce qu'ils sont favorables à plus d'égalité. Oui. Donc l'égalité, ce n'est pas un argument technique, c'est un argument moral. Oui. Donc là, c'est... Oui, parce que si la répartition des revenus est justifiée, si elle est véritablement justifiée par l'effort productif des uns et des autres, on pourrait dire à la limite, pas besoin de lutter contre les inégalités, sauf que, si je comprends bien, l'argument qui est souvent mis en avant, c'est de dire, même lorsque les inégalités sont le résultat d'un processus qui lui-même a suivi un cours normal, elles peuvent nuire à la société en termes de cohésion finalement. C'est-à-dire que pour avoir l'impression de vivre encore dans le même pays, de faire partie du même monde, faut-il encore que les écarts de situation, même justifiés, ne soient pas trop importants. Alors là, ce serait déjà entrer dans une logique conséquentialiste, c'est-à-dire dire je souhaite réduire les inégalités parce que les inégalités ont des conséquences dommageables, néfastes sur le lien social, etc. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais on trouve souvent un peu les deux, en fait, j'ai l'impression, en France. Oui, bien sûr, mais on voit bien qu'on est dans les raisons que chacun se donne de demander soit un retrait des dépenses publiques, donc c'est la liberté qui est première, d'autres vont dire c'est l'égalité. Ensuite vient la question des conséquences de la défense des valeurs de la liberté, de l'éthique de la liberté, et les conséquences de la défense d'une éthique égalitariste où, par exemple, chacun devrait avoir une part égale du montant des richesses disponibles. Et là, les économistes peuvent intervenir.
les économistes au sens traditionnel, parce que si au sens statistique, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser les travaux pour dire est-ce qu'en moyenne les pays qui ont des dépenses publiques plus élevées sont aussi des pays où la prospérité est plus forte ou plus faible. Donc, est-ce qu'en moyenne, la dépense publique participe à la prospérité, sachant qu'un des objectifs de ceux qui vont défendre l'égalité est ce qu'on appelle l'égalité réelle, c'est-à-dire c'est la capacité d'avoir des revenus suffisants pour être libre. C'est-à-dire pour être libre, disent les théoriciens socialistes, il faut des conditions matérielles suffisantes. Et le grand débat des années 50, et on parlait de ma venue à la science économique, c'est quand même, est-ce que l'économie centralement planifiée, est-ce que le socialisme réel en Union soviétique ne va pas réussir à proposer au peuple une prospérité plus forte que les économies capitalistes américaines. Et la France, à la fin des années 40, était vraiment sur le fil. Oui, on était entre deux. On ne savait pas trop si on allait aller dans le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest. Ça, cette question, à la limite, elle a été tranchée, mais puisque maintenant, les modèles purement planifiés à la soviétique n'existent pratiquement plus, même si peut-être on pourrait dire qu'ils se reconstituent petit à petit, subrepticement, par la croissance de la place de l'État. Mais alors, si je regarde dans des pays un peu comparables, est-ce qu'on peut dire que plus de dépenses publiques contribuent à plus de prospérité, ou est-ce que c'est l'inverse ? Alors, ce que je veux dire sur ce point avant de répondre, c'est que les économistes qui vont défendre la liberté se moquent un petit peu de la prospérité. C'est-à-dire que la prospérité me semble être un effet non intentionnel de la liberté. Oui. Donc eux... oui, débat entre utilitaristes et défenseurs de la liberté en tant que valeur morale absolue. Quoi. Alors que du côté des défenseurs de l'égalité réelle, il y a vraiment par définition cette dimension matérialiste, cette dimension économique. C'est pour ça que l'économie a pris tant de place, mais elle n'a pas autant de place du côté des défenseurs de la liberté. D'accord. La dimension économique a une place, mais elle est une place accessoire qui prend beaucoup de place parce qu'on demande à l'économie de marché, à l'économie du libre marché, on lui dit, est-ce que vous êtes efficace ? Est-ce que vous ne seriez pas moins efficace qu'une économie centralement planifiée, voire une économie qui donne beaucoup de place à l'État, parce que l'État serait capable de corriger les défaillances du marché. Donc s'il corrige les défaillances du marché, c'est qu'il est plus efficient, c'est-à-dire qu'il affecte mieux des ressources rares qui seraient mal affectées par l'économie de libre contrat. Ce que montre une grande partie de l'économétrie de la dépense publique, et ça reste un résultat discutable, incertain, mais au regard de ce que l'on sait, c'est que la corrélation entre dépense publique et croissance, elle est défavorable à la dépense publique. C'est-à-dire que les pays qui ont les niveaux de dépenses publiques les plus élevés, et notamment des dépenses publiques dites improductives, qui sont ces fameuses dépenses de redistribution, sont aussi les pays qui ont les taux de croissance les plus faibles. Et donc, c'est un peu à contre-emploi que l'on veut défendre la prospérité et l'égalité réelle par la croissance des dépenses publiques, alors que les dépenses publiques, sur le moyen et long terme, ont un effet négatif. Oui. Donc, mais si vous êtes dans peut-être répondre, est-ce que le taux de croissance bénéficie à tout le monde ? Est-ce qu'on ne peut pas préférer une situation avec peut-être un peu moins de croissance économique, mais un peu mieux répartie, et donc peut-être que dans la perspective des hommes de l'État, c'est pas quelque chose qui est préférable pour eux, parce que ça fait une société peut-être qui tient mieux, qui évolue plus lentement, mais qui tient mieux. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut contester l'objectif de maximisation de la production et dire finalement, ce matérialisme-là, on n'en veut pas. On peut dire non, finalement, on veut pas de croissance. Oui. On veut un meilleur environnement, on veut une société... on met l'égalité comme une fin en soi. C'est-à-dire mais alors, ça veut dire qu'on change d'argumentation. C'est-à-dire que les faits conduisent à une modification des raisons
qui nous conduisent à défendre l'égalité réelle. C'est-à-dire, on ne défend plus l'égalité réelle parce que ça va favoriser l'augmentation du revenu du plus grand nombre. On le défend pour autre chose. On peut aussi dire, c'était un peu les tentatives du rapport Stiglitz ou de beaucoup d'économistes des années 70, le fameux paradoxe d'Easterlin, dire finalement, on ne veut pas maximiser la production, on veut maximiser le bonheur. Donc, on va essayer de voir, et ça c'est une littérature contemporaine, si la dépense publique a des effets positifs ou négatifs sur le bonheur. Donc, le bonheur est mesuré cette fois de façon subjective par des enquêtes. Considérez-vous que vous avez une vie heureuse? Placez-vous sur une échelle de 1 à 10. Et dites-nous, voilà. Alors 10, c'est je suis totalement heureux, j'ai mon bonheur absolu, et 0, je suis dans le malheur absolu. Mais même là, j'imagine que comme on n'a pas de contrefactuel, c'est quand même, ça reste difficile. Enfin, on n'a pas de contrefactuel parfait, ça reste difficile quand même de dire si admettons qu'on observe par exemple que la dépense publique est corrélée statistiquement à un niveau de bonheur plus important. Est-ce que pour autant on ne peut pas supposer que peut-être que ce niveau de bonheur, toutes choses égales par ailleurs, c'est encore plus important s'il y avait moins de dépenses publiques? Alors ce qu'on voit dans cette discussion, c'est que lorsque l'on donne à l'État un système central, un objectif, qui est la maximisation du bonheur, ça va être la maximisation du bonheur à la moyenne, parce que personne ne répond de la même façon. Bien sûr. Donc on va écraser les minorités, et on va faire des politiques moyennes, et on va supposer que les réponses des agences sont agrégeables, c'est-à-dire qu'on peut comparer les utilités de monsieur A et de monsieur B sur le bonheur. Oui, ça pose des vrais problèmes statistiques, mathématiques. Il y a des vrais problèmes. Et puis, on voit qu'on centralise la décision et quand on centralise la décision, on est obligé de s'en remettre à un expert, à un savant, qui nous explique que si on fait A, alors on peut améliorer le bonheur national brut. Ce qui est une vision tout à fait, on en revient au problème de méthode, tout à fait macro. La macro sied parfaitement au système central, mais qui ne tient pas compte de tous les bénéfices et de tous les bienfaits des systèmes micro, des systèmes décentralisés. Qui vont être beaucoup plus, probablement beaucoup plus attentifs, notamment aux différences de conception du bonheur. Et donc, on a dans le principe d'un ordre social qui défend, des institutions qui défendent la liberté, un moyen de se protéger contre ce type de démarche unitaire qui est paradoxal, qui écrase les différences et qui homogénéise là où une question comme le bonheur devrait nous conduire à une plus grande subjectivité. Et ce qui est tout à fait paradoxal, parce qu'on nous rebat les oreilles de discours sur la diversité, sur le fait d'accepter les différences, d'embrasser sa singularité, etc., tout en prenant des politiques qui, de plus en plus, font du, one size fits all, comme on dit en français, des politiques uniques pour convenir à tout le monde selon une définition du bien-être qui aura été effectivement décidée de manière centrale. Donc je trouve le paradoxe assez intéressant à constater en tout cas. Alors, il y avait un autre point que je n'ai pas, mais qui suit cette discussion, c'est le modèle de Scully, qui a été publié dans les années 90, non Public Choice, mais il faudra vérifier. C'est la défense de la liberté, comme la défense de l'égalité, ça n'est pas sans coût. Et dans ce modèle, en fait, l'idée on l'a dit, on peut sacrifier la croissance, la prospérité, le développement économique à l'égalité. Donc un peu ce que vous avez dit, c'est on peut défendre la dépense publique, quelles que soient ses conséquences économiques. Mais c'est vrai aussi pour la liberté, ça. Et c'est vrai pour la liberté. Et c'est la question de l'anarchisme versus État minimal. C'est-à-dire que si l'anarchie
Et c'est un argument qui peut être utilisé contre l'anarchie. Si l'anarchie, c'est le Mozambique, c'est la guerre de tous contre tous, et c'est un niveau de développement très faible, effectivement, on n'a pas d'État, effectivement, il n'y a pas d'impôt, mais le prix à payer, c'est l'instabilité, c'est la violence, c'est l'insécurité. Oui. Bon, il faudrait étudier de façon beaucoup plus précise l'exemple, mais on voit bien que la liberté, elle peut avoir un coût. Oui. Et que et ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas que tout le monde n'est pas libéral. Oui, bien sûr. Parce que, et l'inversement. C'est pas facile d'être libéral, d'abord d'un point de vue personnel et puis même au niveau du coût. Voilà, c'est-à-dire que être libre, c'est supporter, c'est accepter de supporter l'intégralité des coûts et des bénéfices de ses choix. C'est supporter un ordre social qui n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'un ordre de social-démocrate. Et inversement, choisir l'égalité réelle, hein, donc choisir de traiter inégalement les inégaux en droit, l'inverse de la liberté, de l'égalité formelle, ça a un coût. Et on peut le voir si on dit que cette égalité exige des dépenses de redistribution élevées pour réduire les inégalités, et qu'on accepte l'idée que ces dépenses ont un effet négatif sur la croissance, et donc peut-être même sur le revenu de ceux qui défendent. Oui, c'est-à-dire le gâteau qu'on redistribue peut rapetisser à mesure qu'on annonce à l'avance qu'il sera redistribué. Et c'est ce que dit Thomas Piketty lorsqu'il étudie les préférences pour la redistribution. Il a un passage assez juste dans ses enquêtes dans les années 90. Les individus, en général, ont intégré le fait que si ils surexploitent les hauts revenus, donc les bas revenus ont intégré le fait que s'ils surexploitent les hauts revenus, eh bien, potentiellement, ça peut nuire au niveau des transferts. Et oui, c'est qu'ils peuvent attendre. Ils ont conscience quand même de cette fameuse sagesse populaire qu'il ne faut pas tuer sa vache à lait ou sa poule aux œufs d'or. Voilà, ou la fable de La Fontaine. Du propriétaire de la poule aux œufs d'or qui veut l'or tout de suite et donc qui tue son animal et qui finalement s'appauvrit. Donc ça, les individus l'ont en tête et c'est toute la richesse de cette réflexion en termes de coût. C'est-à-dire que nos valeurs ne sont pas sans coût. C'est-à-dire défendre un monde égalitariste a un coût. Et défendre un monde de liberté totale a un coût. Et donc même si globalement, si je dis la liberté amène la prospérité, c'est globalement vrai, mais quand on rentre dans le détail, voilà, il y a quand même peut-être que de maximiser le niveau de liberté ne maximiserait pas exactement le niveau de prospérité ou en tout cas l'absence de risque. Enfin, je sais pas quels sont les différents indicateurs qu'on peut prendre, mais voilà, c'est important, je pense, de séparer ces deux aspects. Que se passera-t-il si nous continuons sur la pente actuelle en matière de dépenses publiques? Est-ce qu'il y a une fin, est-ce qu'il y a une limite quand même qui existe à la croissance des dépenses publiques? Même si on part du principe que ça convient à tout le monde, que ça correspond à la demande politique, etc. Jusqu'où on peut aller? Alors, il y a chez Ludwig von Mises puis Stanford Ikeda qui a écrit sa thèse en 1997 sur cette question de la dynamique des dépenses publiques. Et si je prends ces deux auteurs, c'est que ils ont... Et oui, Peter Bernols aussi a cette même théorie. C'est qu'il y a une limite à la dépense publique qui est liée à son inefficience. C'est-à-dire que lorsque la dépense publique... elle devient trop lourde et qu'elle impose un niveau de fiscalité trop élevé, qu'elle impose un niveau d'endettement trop fort, eh bien les gouvernements se trouvent quasiment dans l'obligation de réformer le périmètre d'intervention de leur État et donc de réduire ses dépenses, ce qui est donc de s'engager dans des mouvements de privatisation, ce qui expliquerait l'existence de cycles. Et est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que malgré des niveaux d'endettement qui nous semblent records, notamment en temps de paix, enfin même si on entre peut-être dans la fin des temps de paix, mais en tout cas, j'ai l'impression que historiquement, c'est tout de même une situation inédite d'avoir à la fois un niveau d'intervention publique si important et d'avoir et que tout ça soit financé par des niveaux d'endettement
public jamais connu, le tout dans un système monétaire qui ne fonctionne pas du tout comme aucun des systèmes monétaires qui l'ont précédé. Donc, est-ce qu'on risque d'avoir un retour brutal à la réalité lorsque les marchés financiers se rendront peut-être compte que l'engagement de l'État à rembourser ce qu'il emprunte n'est finalement, enfin, ça n'engage que ceux qui l'écoutent, ou est-ce que on est peut-être dans une remise en cause de principes que les économistes, notamment libéraux, avaient tenu pour acquis, à savoir qu'on peut pas créer de la monnaie sans conséquence? Alors, il y aurait deux dimensions. Il y a ce que l'on sait à partir de l'analyse de l'histoire, et c'était le sens de ma première réponse. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on observe que les pays qui entrent en crise, qui ont un taux de chômage élevé, qui ont un niveau d'endettement élevé, des taux d'inflation, d'hyperinflation, donc à 2 chiffres et au-delà, ont tendance à prendre des mesures qui sont de nature classique. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de réduire le niveau des déficits publics, de faire ce que Alesina appelle des politiques d'austérité expansive, c'est ce qu'on a connu dans les années 80, de mettre en œuvre des banques centrales indépendantes. Oui. Pour déconnecter le pouvoir politique du pouvoir monétaire, même si là encore il y a une discussion. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas s'engager dans un système de dénationalisation de la monnaie? Est-ce que l'indépendance de la banque centrale, c'est suffisant pour protéger en tout cas, les citoyens? Au minimum, elle est mise à l'épreuve dans les conditions actuelles, puisque les banques centrales, là je voyais il y a 2-3 jours avant qu'on enregistre cet entretien, la Banque Centrale Européenne qui annonçait que, attention, oulala, ils allaient remonter les taux, mais bon, pas tout de suite, quand même dans quelques mois, et qui se donnait toute la latitude de ne pas le faire trop rapidement, de le stopper en cours de route, etc. Pour l'instant, ils en sont encore à diminuer les niveaux de dette de dette et autres actifs financiers qu'ils rachètent et qui ont un effet de création monétaire. Donc j'ai l'impression que même selon leur manuel et les traités qui ont été signés, quand je dis leur manuel, je veux dire leur logiciel mental en quelque sorte, ils n'appliquent même pas les règles qui devraient les gouverner jusqu'ici, puisqu'avec un taux d'inflation sur la zone euro qui est quelque part, je crois, autour de 9% ou quelque chose comme ça, on ne peut pas être toujours en taux d'intérêt négatif. Je veux dire, même si on était à 2 ou 3% de taux d'intérêt, ce serait déjà pas assez pour juguler l'inflation, mais alors là, et on peut se poser la question de pourquoi ils font ça. Alors, ça c'est la dimension historique, c'est-à-dire que les gouvernements se sont jusqu'à présent comportés plus ou moins de cette façon, même s'il y a un contre-exemple, c'est la France. C'est-à-dire que la France a toutes les conditions pour s'engager dans une réforme de son secteur public, oui. Et elle ne le fait pas. Donc la deuxième dimension de la réponse, c'est elle ne le fait pas parce que les décideurs, les électeurs n'interprètent pas la situation comme grave. Et aussi parce que, comme vous le dites, on a trouvé, semble-t-il, des moyens, et c'est tout le débat chez mes collègues économistes, de la fameuse monnaie hélicoptère, hein, la possibilité d'avoir de l'argent gratuit. Donc c'est vrai et c'est même l'objectif de l'argent gratuit, de l'invention d'une monnaie sans contrepartie, monnaie publique sans contrepartie. Oui, mais à la limite, moi j'ai presque envie de dire, je préfère de la monnaie hélicoptère qui au moins est redistribuée de manière égale, hein, comme si on la déversait justement depuis un hélicoptère qui survolait les zones de population, alors que j'ai l'impression que le système actuel de création monétaire par les banques centrales, ça crée beaucoup de monnaie comme le ferait de la monnaie hélicoptère, et que la contrepartie n'est que très théorique puisque les promesses de remboursement sont de moins en moins crédibles. Mais en revanche, là, ça bénéficie à certaines catégories de population ou d'institutions. C'est-à-dire que globalement, bah oui, ce sont ceux qui empruntent à des taux ridiculement bas, sont ceux qui ont les moyens d'emprunter, soit par leur nature même, à savoir les gouvernements, soit par le fait que comme ils sont déjà riches, ils peuvent garantir... ils peuvent rassurer, on va dire, des intermédiaires financiers et donc bénéficier de toute cette création monétaire.
Alors, il y a 2 points. Il y a la question qu'on se pose, c'est quelles sont les perspectives en France d'une baisse qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir des dépenses publiques en France? Il est vrai que si on a la possibilité de financer nos dépenses, et on l'a dit tout à l'heure, par une monnaie dont la quantité est infinie, la contrainte fiscale disparaît, la contrainte monétaire disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune limite. Ouais. Donc là, pour répondre, j'aurais tendance à penser que les limites des dépenses publiques n'existent plus, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le niveau de la dépense ne cesse d'augmenter puisqu'il n'y a plus de contraintes. Et si on arrive à calmer l'inflation, et c'est là où, à votre avis, le dénouement de cette histoire-là, on l'aura à quelle échéance? Est-ce que par exemple dans 5 ans, on saura si réellement on n'avait pas atteint un niveau trop important de dépenses publiques, qui se traduirait donc par une inflation élevée, une remontée des taux, qui elle-même pénaliserait l'économie à court terme et le financement de l'État également, ou est-ce que justement on saura si définitivement l'argent gratuit existe et on peut se financer à fond perdu? Est-ce qu'on aura la réponse rapidement à cette question? Alors, pour revenir au deuxième volet, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est la façon dont les individus perçoivent la baisse des dépenses. Oui. Si nos dirigeants ont un modèle pro-dépense, ils vont un peu raisonner comme vous, c'est-à-dire s'il y a de la dépense, finalement, et si on arrive à le financer sans impôt, c'est bien. Oui. C'est-à-dire que ça va pas... C'est pas mon avis personnel, bien sûr, voilà. Je me fais l'avocat du diable, mais enfin les auditeurs auront compris. Si on est dans un modèle classique, la dépense, la réforme de l'État n'est pas un coût. La réforme de l'État est une opportunité de bénéfice. C'est-à-dire que ça permet de réduire l'inefficience de la production publique, donc de réduire les gaspillages bureaucratiques qui sont de 2 natures. D'une part, je gaspille mes ressources lorsque j'achète trop cher un bien, et il est probable que comme il n'y a pas d'indicateur de profit ou de prix, qu'on achète de nombreux biens publics trop chers du fait de l'existence d'un monopole. Et vraisemblablement, on peut penser que quand une organisation est en monopole, elle en profite et donc elle surfacture le service, et c'est le cas des services publics. Et l'autre forme de gaspillage, c'est quand la gratuité apparente du service fait que je l'utilise. Oui, je le surexploite. Mais je l'utilise mal. Ouais. C'est-à-dire que je le sous-consomme. C'est-à-dire j'ai des routes, j'ai des universités, je m'inscris en première année et puis je vais pas en cours. Donc voilà, ça c'est exactement un exemple de gaspillage. Des gens qui s'inscrivent et qui vont pas en cours. Voilà. Ouais. Et donc, lorsque l'on s'engage dans un processus de réforme de l'État, on gagne en efficience et on va limiter. Alors, ça ne veut pas dire que les organisations privées ne sont pas exposées. Elles souffrent de leurs propres problèmes d'inefficacité, mais enfin, généralement, elles supportent les coûts de l'opportunisme des agents. C'est ce que dit Demset. C'est-à-dire que dans une organisation privée, le patron, il est le créancier résiduel. Donc, s'il n'arrive pas à lutter efficacement contre le tir au flanc, s'il n'arrive pas à lutter efficacement contre l'opportunisme des agents qui essaient de travailler moins pour gagner plus, eh bien, il perd. Et face à la concurrence, peut-être que son entreprise va disparaître. Il va se faire racheter. Le patron ou l'actionnaire? C'est ça aussi la question. Alors, soit c'est un capitalisme entrepreneurial, soit c'est un capitalisme managérial. Mais les systèmes de contrôle sont le marché des managers ou, dans mon exemple, puisque c'est un capitalisme entrepreneurial, la concurrence entre les entreprises. Donc, voilà. Alors, pourquoi dans le secteur public, on n'a pas de créanciers résiduels et donc on n'a pas d'intérêt pour la réduction des gaspillages qui sont liés
au comportement opportuniste qui existe dans toutes les organisations. Donc si vous êtes un manager public, de toute façon, des travaux de mes collègues de gestion publique l'ont montré, vous n'allez pas être récompensé en tant que bon gestionnaire de l'entreprise publique, puisque vous allez être nommé du fait de votre réseau politique. C'est-à-dire que quand un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, il va mettre des managers des entreprises publiques de son réseau, donc plutôt de gauche. Et quand la droite va arriver au pouvoir, ça va être la droite qui va mettre ses managers. Ouais. C'est une règle. Et donc on voit que le mode de sélection des managers n'est pas leur efficience, leur capacité à avoir des entreprises profitables. Ouais. C'est leur connexion au réseau politique qui les a nommés. Donc au total, ça rend la dépense publique très, très inefficace et le fait de la réduire serait donc un investissement. Mais est-ce que ce discours qu'on tient depuis des décennies et qui était déjà pas très entendu jusqu'ici, est-ce qu'il est pas encore moins audible aujourd'hui, puisque justement on a l'impression de ne pas ressentir, de ne plus ressentir cette contrainte du financement de la dépense publique? Donc l'idée, c'est que ce qui va déterminer nos choix, c'est la représentation de ce qui est bien. Alors évidemment, si tout le monde reste dans cette idée que la dépense publique n'a pas de conséquences négatives, que l'économie de marché n'est pas plus efficiente que l'administration publique, il y a peu de chances, puisqu'on a dit que lorsqu'on prend une décision, on la justifie par des raisons. Ouais. Et donc, si les raisons qui sont avancées par les économistes comme Alizina ou la Nouvelle École classique ne sont jamais entendues par nos dirigeants, et ne sont jamais diffusées dans le corps social, évidemment que ces choix ne seront jamais pris. Et en 2022, est-ce que c'est pas un peu l'état du paysage politique? Moi, j'ai suivi la campagne que d'un petit peu loin, mais j'ai l'impression que si je compare aux élections précédentes, même les partis qui étaient au moins dans les discours les plus favorables aux réformes de l'État et à la diminution de la dépense publique, même leur discours était édulcoré. Et puis de toute façon, ils ont fait les scores qu'on sait. Donc globalement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi étatiste qu'aujourd'hui. À la fois dans les faits, mais aussi dans notre logiciel mental, quoi. Alors, si on est dans le passé et qu'on lit Alizina 2019, les politiques d'austérité expansive sont favorables à la croissance, sont favorables à la réduction du chômage. Donc, ce sont des politiques bénéfiques. Et elles n'ont pas non plus, et il faut le rappeler pour les élus, elles n'ont pas d'effet négatif sur leurs chances de réélection. Qu'est-ce qu'on appelle l'austérité expansive? Alors, je voulais finir sur le point du futur. Ouais. Si, comme beaucoup d'économistes l'anticipent, nous allons vers une crise systémique majeure, ouais, du fait d'inflation à 2 chiffres, du message du banquier central qui dit qu'il faut rehausser les taux. Oui. C'est le mécanisme, et on parlait de théorie en début d'interview, si le mécanisme classique joue, il commence par la hausse des taux pour rétablir la vérité en fait sur les préférences temporelles des agents. Oui. Et donc ces taux négatifs ont pendant des années biaisé la coordination intertemporelle des plans de production et des plans de consommation, et le réajustement il va passer par là, donc on ne sait pas trop, et on a un peu un scénario à la 2008, c'est-à-dire on a une très forte augmentation du prix du pétrole, des matières premières, et ça avait justifié un réajustement des taux. Le fait singulier, c'était les subprimes, donc une politique américaine spécifique, mais ensuite le mécanisme était assez connu. Oui, de toute façon, dans ces trucs où comment dire, l'argent des uns est constitué par la dette des autres, à la limite, peu importe l'endroit d'où ça part, si finalement le château de cartes s'effondre dès qu'on souffle dessus, bon, je veux dire, ce ne sera pas la faute la question, qui souffle, quoi. Pour voir le futur, c'est quel type d'interprétation va-t-on donner de cette crise systémique? Est-ce qu'on va dire c'est une crise systémique qui est la conséquence de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, du capitalisme, de l'ultracapitalisme? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette leçon-là qu'on va tirer de la crise? Ouais. Ou est-ce que c'est
les politiques qui ont été conduites d'endettement, d'inflation, du fait de politiques monétaires extrêmement expansionnistes, est-ce que ce sont ces choix de politique publique qui nous ont conduits à cette crise? Et est-ce que c'est ces choix donc qu'il faudrait remettre en cause? Évidemment, si on continue parce qu'on peut continuer à nier que la crise probable qui arrive est la conséquence de nos choix de politique publique, nos choix d'endettement, nos choix de dépenses. Mais enfin, on peut continuer à nier, mais au bout d'un moment, on pourra plus. Les banques centrales peuvent pas imprimer du pétrole et du blé, donc voilà, on sera, qu'on le nie ou pas, j'ai envie de dire, on sera au pied du mur de toute façon. On sera au pied du mur, mais tant que on ne sera pas, il n'y aura pas un consensus minimum sur l'origine de cette crise systémique et les solutions que l'on peut apporter à ces crises. Pour revenir donc à la question, qu'est-ce qu'une politique d'austérité expansive? C'est une politique qui privilégie la baisse des dépenses à toute autre forme de choix pour soutenir la croissance économique. C'est-à-dire que contrairement à ce qui est fait jusqu'à présent, dès qu'on a une crise, on se dit qu'il faut dépenser plus. Ce qu'il faut faire pour soutenir la croissance, c'est dépenser plus. Ensuite, on se dit, si on dépensait plus en levant l'impôt, ça réduirait l'effet multiplicateur, donc on va dépenser plus en s'endettant. On dépense plus en s'endettant, alors il faut faire des taux négatifs. Qu'est-ce qui se passe quand l'inflation augmente? Et c'est là que va se poser, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc le message, c'est que si on voulait vraiment soutenir l'activité, il faudrait réduire les dépenses, soit réduire, par exemple, on peut réduire les dépenses en réformant la durée du travail dans la fonction publique. On le sait, le passage aux 35 heures ont affecté durablement l'organisation, le bon fonctionnement de nos administrations. On peut réduire les dépenses et payer notre dette en vendant le patrimoine public. On peut évidemment, et c'est la solution la plus libérale, on peut penser à des politiques de privatisation. Alors, par exemple, évidemment, on pense à la réforme des retraites. Et l'audace du futur gouvernement ne serait pas de rétablir la retraite à 65 ans, mais de s'engager dans une réforme non paramétrique, donc une réforme systémique. Oui, de sortir de ce système de répartition qui, de toute façon, même quand on en repousse le terme, est condamné structurellement, sauf à se multiplier comme des lapins, et des lapins productifs. Voilà, et qui permettrait aussi de reconstituer notre capital, puisque la capitalisation a pour conséquence de favoriser l'épargne. L'investissement, bien sûr. Ok, très bien. Merci beaucoup François Facchini pour toutes ces considérations sur la dépense publique. Est-ce que vous auriez peut-être un ou deux économistes à conseiller sur le sujet d'aujourd'hui et qui seraient peut-être pas très connus de nos auditeurs ou du grand public? On en a cité un certain nombre, j'ai relevé Alesina, Demsetz, qui sont connus des économistes, mais peut-être moins du grand public. Il y en a qu'on n'a pas mentionné qui mériteraient peut-être qu'on les mette en lien de l'émission. Alors, j'aurais envie de citer mes collègues de l'European Public Health Society, mais je ne sais pas s'ils sont suffisamment connus pour intéresser les auditeurs. Mais je pense à Christian Bjørnskov, par exemple, de l'Université d'Aarhus au Danemark, qui est un économiste très productif. Pour tous ceux qui aiment les preuves empiriques et statistiques, a énormément œuvré pour montrer tous les effets positifs d'un ordre privé respectant les libertés économiques. D'accord. Bon, il a sûrement des travaux de vulgarisation. J'imagine que même si l'auditeur va pas se lancer dans les travaux d'économétrie, on trouvera certainement quelque chose pour lui résumer un peu les travaux de Bjørnskov. Merci beaucoup et on aura la réponse à nos questions dans les années à venir. Voilà, merci pour l'intérêt que vous avez porté à mes recherches.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous aurez apprécié cet entretien avec un véritable spécialiste de la dépense publique et d'autres questions économiques. C'est l'occasion pour moi, comme d'habitude, de vous demander de consulter, enfin en tout cas de vous proposer de consulter les références que j'ai mis en description de l'épisode ou de la vidéo si vous me suivez sur YouTube. En particulier, vous verrez que j'ai inséré un certain nombre de références correspondant aux travaux d'économistes qui ont été mentionnés au cours de l'épisode, et notamment cet économiste danois un peu méconnu, mais qui apparemment gagne à être connu. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à les consulter. De même, évidemment, qu'à partager l'épisode, nous mettre des commentaires positifs, tout ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous êtes toujours nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux à vrai dire. Et évidemment, on vous remercie beaucoup au nom de toute la rédaction. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée pour un entretien qui va être long et donc découpé en 2 parties, mais vraiment très intéressant, mais surtout très distrayant, j'ai envie de dire, tout en restant sérieux sur le fond, puisque je recevrai l'historien Stéphane Courtois, que j'avais déjà reçu pour parler du livre noir du communisme, mais qui cette fois-ci nous parlera d'histoire de l'Ukraine. Je parle pas de la guerre en Ukraine, je parle bien de l'histoire de l'Ukraine en tant que nation, donc j'espère que vous serez nombreux à écouter et partager cet épisode. Bonne fin d'été à tous et à très bientôt!